Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Oui, on est un peu dans le noir parce qu'il fait très chaud dehors, qu'il est assez tôt le matin. J'en profite pour sortir le matin parce que sinon le camion c'est un four, hein. Et là j'ai fait faire une promenade à Doudou. Voilà, petit Doudou, tu vois, maintenant il va pouvoir dormir. Il a mangé, il s'est promené, impeccable. Comme ça je peux faire ma vidéo. Aujourd'hui je me suis fait cette réflexion en regardant la liberté que j'avais et cette liberté dans le camion. Et je me dis que, rendez-vous compte, il y a à peine 60 ans, je n'aurais même pas pu acheter ce fourgon. Je n'aurais pas pu signer les papiers, la carte grise, l'assurance et tout ça. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Il faut savoir qu'en 1900, une femme adulte, même une femme de 40 ans, de 50 ans, était considérée comme une mineure, c'est-à-dire au même titre que les enfants ou que les personnes atteintes de maladies mentales. À cette époque-là, une femme peut travailler à l'usine, au champ, ou même en tant qu'institutrice. Son salaire ne lui appartient pas. C'est l'homme qui reçoit le salaire. Et forcément, c'est lui qui décide de comment il va l'utiliser. En 1900, ou dans les années 1900, la femme ne peut pas ouvrir de compte bancaire, donc ni acheter ni vendre un bien. Elle ne peut pas non plus intenter une action en justice si elle n'a pas l'autorisation du mari. En 1900, une femme, même mariée, ne peut pas obtenir de passeport. Elle n'a pas le droit de voyager à l'étranger si son mari ne lui donne pas l'autorisation. Donc les femmes que nous sommes aujourd'hui ne pourraient absolument pas exister en 1900. Et son corps de la femme de 1900, on en parle? Dans ces années-là, la mode oblige un corps en S. Elles sont comprimées dans des corsets ultra serrés dans lesquels elles ne peuvent pas respirer. Ça leur écrase les côtes, ça leur écrase les organes internes. Et d'ailleurs, elles s'évanouissent souvent. C'est aussi le symbole physique de leur soumission. Une loi qui date de 1800. Même en 1900, la femme n'a pas le droit de porter un pantalon. Quand je réfléchis à ça, je me dis c'est dingue, je ne porte jamais de jupe. Et le comble, c'est que pour porter un pantalon à cette époque-là, il fallait que la femme demande une autorisation de travestissement. Et pas à son mari, non, à la préfecture de police. L'autorisation de se travestir à la préfecture de police si elle veut porter un pantalon, la femme de 1900. Et les raisons évoquées, ça va être soit pour un problème de santé, soit pour pouvoir monter à cheval. Bien sûr, la contraception est considérée comme un crime absolu. Enfin, pas la contraception, mais plutôt l'avortement, parce que la contraception n'existe pas à cette époque-là. Mais l'avortement est passible de prison, voire de peine de mort. Et donc, bien sûr, elles subissent des grossesses à répétition qui mettent leur vie en péril. Pratiquement toutes les femmes étaient des mères. Elles n'avaient absolument aucun droit sur leurs enfants. Elles sont aussi mineures que leurs enfants. D'après ce que j'ai trouvé sur le net, le divorce est rétabli. Donc il a certainement dû être accepté et refusé après, et rétabli en 1884. Mais la femme ne peut absolument pas demander le divorce. Et la seule raison qui pourrait faire que l'homme soit puni, si par exemple elle veut divorcer parce qu'il la trompe, la seule raison qui fait que l'homme pourrait être puni, c'est que s'il entretient sous son toit conjugal une autre femme. Mais bien sûr, la femme, elle n'a pas le droit d'être adultère, parce que sinon elle va en prison, ça c'est sûr. En 1900, la France crie haut et fort que c'est le pays des droits de l'homme et de la liberté, du suffrage universel, sauf que le suffrage universel, il est uniquement masculin. Donc la femme n'a ni le droit de voter, ni le droit d'être élue. C'est simple, elles sont totalement exclues de la vie politique, en façade en tout cas. Quand je pense à moi, par exemple, mais à vous toutes aussi derrière vos écrans, les filles, imaginez, là, je suis dans mon fourgon, ça, j'aurais pas le droit de l'avoir. Je suis tout le temps en pantalon, j'aurais pas le droit, je serais obligée d'avoir un corset, j'étoufferais littéralement, j'aurais la poitrine compressée, je serais automatiquement mariée ou rejetée, bannie de la société, mais certainement mariée, mais j'aurais eu certainement des tas de gamins. Et si j'avais eu la possibilité d'aller travailler, par exemple, à l'usine, c'est mon mari qui aurait touché le salaire. Mais quelle horreur, quelle horreur! Mais on peut en sourire.
Mais n'empêche que tout ça, c'est une réalité. Les femmes sont passées par là. 1950. La France sort de la guerre mondiale. Ça va être l'époque de la reconstruction. Comme on dit, le début des 30 glorieuses. Et c'est peut-être la période où certaines d'entre vous viennent au monde. Ça y est, la femme a le droit de vote depuis 1944 et je crois qu'elles ont réussi à commencer à voter à partir de 1945. Ça n'empêche pas que la femme reste dans un mode de vie très, très conservateur et dans lequel elle ne peut pas vraiment évoluer. Elles sont sous l'emprise, on va dire, du Code civil de Napoléon. Pendant la guerre, ce sont les femmes qui ont fait tourner le pays. Et dès que la guerre est terminée, ils veulent les renvoyer au chaudron, au foyer, à la maison, au lavage des fringues. Ils veulent se débarrasser d'elles, qu'elles rendent le peu d'emplois qu'elles ont eu, qu'elles les rendent aux hommes qui arrivent du front. Et c'est dans ces années-là, 50, 60, qu'apparaissent les fers à repasser, les machines à laver, tous les appareils ménagers, pour redonner une espèce de goût, d'envie à la femme de retourner à la maison. Bref, ça va servir à refaire de la femme une ménagère parfaite. Au salon des arts ménagers, on va apprendre aux femmes à être de parfaites épouses, de parfaites ménagères. Et on va leur remettre dans le crâne que leur place, c'est au foyer avec les enfants, dans la cuisine, et que l'homme, c'est au travail. Et pour une femme, continuer d'aller bosser, c'est mal vu par la société à cette époque-là. Donc même si elles arrivent enfin à voter à partir de 1945, même en 1950, elles n'ont toujours pas de carnet de chèques, elles n'ont pas accès aux banques. Sauf si le mari lui fait une autorisation écrite. Pour acheter un billet de train, il lui faut l'autorisation du mari. Donc elle ne peut pas se déplacer sans son accord. On est en 1950 et contrôler ses naissances, contrôler les grossesses, ou même parler de SEX, c'est pas possible pour une femme à cette époque-là. La moyenne en 1950, c'est 3 enfants par femme. Et elles vivent donc dans une espèce de hantise, la peur de se retrouver encore enceintes. Et surtout qu'elles n'ont pas de solution légale pour s'en protéger. Donc, les avortements se font avec des aiguilles à tricoter et il peut y avoir beaucoup de morts à cause de ça. Et la seule possibilité qu'elles ont, en gros, c'est l'abstinence. T'imagines bien qu'à cette époque-là, l'abstinence, elle n'avait pas vraiment son mot à dire. Hein. Alors si pendant la guerre, elle a eu la possibilité, pour des raisons pratiques et des raisons de travail, elle a eu la possibilité de porter des pantalons, à partir de 1950, ou en tout cas dans ces eaux-là, autour de ces années-là, à nouveau, elles ne peuvent plus. Il faut qu'elles se remettent en jupe, en robe, qu'elles redeviennent femmes, féminines. Donc là, à cette époque-là, on a une réelle distinction entre l'homme et la femme. En gros, elle va servir de poupée décorative en étant au bras de son mari. Une femme en pantalon, c'est une femme marginale. Ça n'est pas possible, ça n'est pas viable en société. Et là, je m'adresse à ma communauté, à toutes ces femmes qui sont là derrière les écrans et qui m'écoutent. Vos mamans ont dû connaître le premier vote. Mais dans la majeure partie des cas, pour s'acheter le moindre bout de tissu, pour porter un vêtement qu'elles souhaitent, pour aller travailler, ou pour gérer les sous du ménage, il fallait à ta maman, certainement, l'autorisation de son mari. Et rendez-vous compte, on parle de certaines d'entre vous, de vos mamans. Hein. Mais quand j'y réfléchis, ma mère est née en 1934 et elle avait un peu cette mentalité. Hein. Elle baignait dedans, hein, forcément. Hein. Et on parle de nos mamans, quand on y réfléchit, c'est pas si loin, c'est pas de la préhistoire. Donc pour le moment, on se dit que pour les femmes, 1900, c'est quand même l'enfer absolu, à comparer de nous. 1950, alors oui, ça commence à devenir une liberté politique, on va dire, mais c'est quand même une prison domestique. Si on réfléchit aux vies qu'on a aujourd'hui, elles ont payé le prix fort, toutes ces femmes, pour nous offrir ça. C'est ça le vrai féminisme. Toutes ces femmes qui se sont battues pour arriver à 2026, 2025, 2026. Le chemin parcouru 1900, 1950, 2026, il est gigantesque pour les femmes, gigantesque. En 2026, la femme française, c'est l'incarnation de l'indépendance.
Sa liberté légale est totale. Mais il y a un prix à payer. Sa vie est devenue, nos vies sont devenues de véritables courses d'endurance. La femme aujourd'hui, elle peut mener sa barque comme elle le souhaite. Mais il y a un côté pile et un côté face. On va déjà regarder le côté pile. Personne ne va remettre en cause, personne ne va juger une femme de 60 ans qui conduit son trafic et qui voyage à travers le monde. Elle est libre comme le vent, elle a son compte en banque, sa carte bleue, son smartphone. Elle gère son corps, ou elle a géré son corps comme elle a voulu. Elle a eu à peu près le nombre d'enfants qu'elle a voulu. Bon, il y a encore des exceptions, mais si je parle d'une femme de 60 ans, je parle de moi, mais je parle de vous toutes. Et en règle générale, on a eu le nombre d'enfants qu'on voulait et on a fait ce qu'on a voulu de nos vies et de nos corps. On gère notre argent comme on veut, on crée des entreprises. J'en suis un exemple type, je suis à mon compte depuis 12 ans maintenant. Personne ne gère mon argent, personne. Nous sommes des femmes majeures. On a l'autorisation, on a besoin de l'autorisation de personne pour prendre n'importe quelle décision. On fait ce qu'on veut. Et l'évolution est même encore plus grande. Regarde bien, il y a 20 ans en arrière, on n'en était pas là. Aujourd'hui, et c'est grâce à toutes ces femmes qui ont vécu, qui ne sont plus là, qui se sont battues pour nous. Aujourd'hui, à 50, 60, 70 ans, on peut assumer nos cheveux blancs, on peut sortir comme ça si on en veut, si on veut. Il y a 20 ans en arrière, les femmes teignaient leurs cheveux. Mon Dieu, me faire avoir des cheveux blancs, non, il fallait pas. Regarde le look que j'ai, je m'emmerde même jamais à aller chez le coiffeur. Je porte tout le temps des jeans, j'ai ma vieille veste kaki, là. Et moi je me sens bien dedans, et tant pis si ça plaît pas, tant pis si c'est pas féminin, on fait ce qu'on veut. Il paraît qu'on nous appelle les femmes sandwich, plutôt la génération sandwich. Pourquoi ? Parce que cette femme moderne, cette femme évoluée, cette femme libre de faire ce qu'elle veut avec son argent, de voyager où elle veut, de faire de ce qu'elle veut de son corps et même de ses cheveux. Elle crée des entreprises, elle bosse comme une malade, elle ramène de l'argent. Mais il y a une double peine, c'est qu'elle continue, 90% des cas, elle continue quand même d'être celle qui gère le foyer, qui s'occupe des enfants, qui gère le ménage, qui fait la cuisine. Je parle de la mère de famille, de celle qui est en couple, évidemment. Bref, elle s'occupe de l'intendance de la maison. Et de plus en plus aussi, quand on arrive à 50, 60, 70 ans, on se retrouve avec un papa ou une maman vieillissante. Et en plus d'avoir élevé nos enfants, il faut aussi s'occuper de nos parents. Même si tu les mets dans une maison de retraite, il faut aller les voir, il faut quand même s'en occuper, il ne faut pas les délaisser. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit retour un peu en arrière, où de plus en plus, les gens veulent garder leur vieille maman ou leur vieux papa. Tu vois, on évolue, on retourne en arrière à ce niveau-là, et c'est tant mieux parce que mourir dans les EHPAD, mon Dieu, quelle horreur, quoi. Mais la plupart du temps, c'est les femmes qui s'en occupent. Aujourd'hui, les femmes, elles utilisent les réseaux sociaux, elles se serrent les coudes, elles créent des associations, elles s'inspirent et trouvent des modèles de vie qui sortent des sentiers battus. Elles ne veulent plus qu'on leur dicte ce qu'elles doivent vivre durant leur vie de femme ou même pendant leur retraite. Elles cherchent l'authenticité dans la vie extérieure parce qu'elles l'ont à l'intérieur. Les filles, en 1900, nos mères, nos grands-mères plutôt, étouffées dans des corsets. En 1950, on a demandé à nos mères d'être de parfaites petites fées du logis. Et aujourd'hui, nous, on court partout, on s'occupe de tout. Des anciens, des petits, on gère l'argent, on travaille, on est libre, on voyage. Mais les filles, on a les clés de notre liberté. Et ça n'a pas de prix. Le chemin a été long. Et nos mères et nos grands-mères ont lutté pour qu'on soit libre aujourd'hui. Et ne laissons plus jamais personne nous dire ce qu'on doit faire. Plus jamais. Nos vies nous appartiennent. Notre corps nous appartient. Notre santé, notre liberté nous appartient. Et je veux que cette vidéo soit l'hymne à la vie des femmes. Parce que c'est grâce aux femmes d'hier que les femmes d'aujourd'hui sont libres. En espérant que ce sujet t'a inspiré, je compte sur toi pour me dire dans les commentaires un passage de ta vie, un exemple, bien sûr pas trop intime, quelque chose qui prouve que toi aussi tu as lutté pour ta liberté. J'attends de te lire. On se retrouve dans les coms et on en parle. Bisous, bye bye.